Deuxième saison de Bon Match, c'est parti! Avec Bon Match, suivez de près l'action et aussi l'actualité dans le monde du hockey. On vous promet des invités surprises cette année. Bon Match, disponible sur la page web de votre station et sur l'application Cogeco Média. Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno que vous voulez écouter, réécouter et réécouter encore. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour Alain. Pour se lever, pour le midi, pour le sport, pour l'entraînement, pour la route, pour s'endormir, une tasse de tech. Écoute, si jamais vous allez visiter l'espace, vous allez en orbite dans une fusée, il y a du temps, hein, parce que c'est loin là, quand même, l'espace, vous pouvez nous écouter aussi. Parce qu'il y a maintenant de l'Internet, tu le sais, il y a de l'Internet dans l'espace maintenant, grâce à Starlink. Et si tu es pris 9 mois d'extra sur une station spatiale, tu pourrais... On a des archives. On a 10 saisons, là. On a des archives pour tout le monde. Même les astronautes perdus dans l'espace. Voilà, on rit, on s'amuse, on est content de se voir, on est content que vous nous écoutiez. On salue et on remercie nos partenaires pour 2025, TELUS et Plan Hub. Merci d'être là pour faire vivre ce podcast, nous permettre de manger un peu plus que d'habitude. Dans cet épisode, on va parler de plein de sujets. C'est ça le slogan, oui? Manger plus. Une tasse de tech, manger plus. Dans cet épisode, on va parler de Google qui rétropédale. Et c'est très drôle. C'est un produit qui était très fuité. On en parle dans quelques secondes. De Gmail, on va peut-être trouver plus facilement ses courriels que jamais. Alexa, on va parler à Alexa, qui vient de se réveiller. Malheureusement, elle va nous répondre, ben oui. Et voilà. Assassin's Creed, Huawei, on va parler de piratage avec l'intelligence artificielle, du retour, de la vengeance, de contre-attaque de montre Pebble et d'un petit haut-parleur portable très cool et d'un écran 3D. Ceux qui aiment le 3D ne meurt pas, c'est comme l'odorama, ça revient. Ouais, faut dire auto-stéréoscopique pour bien définir de quoi il s'agit, parce que ça peut être 3D comme un dessin, mais c'est pas de ça qu'il est question. Il parle d'holographique. Ouais, ben oui, c'est pourquoi le pas. Looking Glass Go dont je vais parler dans les prochaines minutes. Merci Pascal. On va juste avant de passer, en fait, ça fait partie des nouvelles. Je ne l'ai pas noté parce que tu lui fais penser en parlant de nos commanditaires, en parlant de TELUS. Ils ont annoncé cette semaine la création d'un centre d'intelligence artificielle souveraine à Rimouski. Je veux saluer le geste parce que c'est quand même un bel investissement à Rimouski, donc pas nécessairement dans un grand centre. Et ça va permettre aux gens qui s'intéressent de développer, de faire de la recherche, que ce soit des grandes entreprises, des PME ou des chercheurs universitaires, d'avoir accès à la capacité de calcul, parce que ce sont que des GPU NVIDIA qui vont être installés dans le centre, là, à Rimouski. Et ça va être disponible cet été. Donc, les gens qui trippent intelligence artificielle et qui ont du travail, ce qu'on me disait, c'est que c'est pas une question d'argent et c'est vraiment une question d'accès à la quincaillerie qui est l'enjeu en ce moment quand on travaille en intelligence artificielle. Alors, on ajoute chez TELUS cette capacité-là à Rimouski qui est branchée à la fibre optique dernier cri, donc qui devrait avoir très peu de latence et aller très, très vite. Donc, si vous avez une idée d'intelligence artificielle prometteuse, il y a une option pour vous, 100% canadienne, à Rimouski. Est-ce qu'on va faire un épisode à Rimouski d'une tasse de tech et on va utiliser l'intelligence artificielle souveraine? Ben, écoute, on va abuser de notre lien de partenaire commercial, je pense. On pourrait leur demander. T'as entièrement raison, j'ai pas pensé à ça, mais on pourrait le faire. Ce serait rigolo d'avoir les serveurs d'intelligence artificielle derrière nous. Ben, tant que c'est pas eux qui font l'émission, on est correct, dans le fond. Les serveurs, oui, c'est ça. Tant que c'est pas une IA qui apparaît. On nous retrouve ligotés dans un coin, c'est l'intelligence artificielle qui fait ça ici. Tu penses que c'est des grilles de serveurs, mais c'est des prisons, des cages pour les vrais humains. Oui, c'est vrai. Bon. Oh mon Dieu, on tombe dans un scénario catastrophique rapidement. Ben oui, mais là, on va parler d'un autre scénario catastrophique. On reçoit une unité d'évaluation du Google Pixel 9a et quelques heures plus tard, je reçois un courriel en disant « On peut-tu récupérer le téléphone? Il y a un problème avec une composante potentiellement défectueuse sur un petit nombre d'appareils. On aimerait rappeler le téléphone. Le lancement du Pixel 9a a été reporté. Ça devait être le 19 mars, ça devait être cette semaine. En fait, le dévoilement, l'annonce, c'était cette semaine. Le lancement était prévu, oui, exactement, pour avril. Je ne sais pas quelle version tu as eu, mais j'avais reçu la version rose Pepto-Bismol, qui était, mon Dieu, rose. Je ne sais pas si le défaut, c'était le dosage d'encre là, dans la couleur du boîtier.
C'est une couleur pas très discrète. Il y a une version lilas aussi qui était pas mal chouette. Blanc et noir. Nouvelle couleur. Écoute, j'ai même pas eu le temps de le déballer. Ce sont des couleurs osées. J'ai reçu l'appareil, puis j'ai reçu le courriel de le retourner tout de suite. Je me suis dit, je le déballerai pas. Je vais être déçu, je vais être triste. C'était un défaut. Ce n'est pas divulgué par Google, le défaut, mais entre les lignes de ce que j'ai compris, c'est peut-être une allocation de mémoire vive ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose à l'interne. C'est pas un bouton qui marche pas ou l'écran qui s'affiche mal, là, de ce que j'ai compris, en fait. Pour avoir joué avec, j'avais pas remarqué quoi que ce soit de particulier. Mais ça va être écoute, on en reparlera certainement, mais c'est un bel appareil qui ressemble beaucoup à un Pixel 9 tout court, là, même écran de 6,3 pouces. Belle luminosité, processeur Tensor G4, qui est le dernier processeur de Google, qui est peut-être cadencé un peu moins puissamment que dans le 9, mais c'est pas apparent non plus. Mais ce que je trouvais intéressant, surtout, c'était qu'on a gardé le prix du Pixel 8a pour le 9a, qui était de 679 $ en partant, malgré le taux de change, malgré plein de raisons qui fait qu'on aurait pu le vendre 850, surtout que les téléphones similaires concurrents sont à peu près ce prix-là aussi. Donc, on en reparlera. Mais effectivement, c'est un petit retard qui est un petit peu dommage. Mais aussitôt annoncé, aussitôt rappelé, c'est toujours un peu triste, effectivement. Que ça sonne à ta porte, on sait que c'est le monsieur qui vient récupérer ton téléphone ici. Exact. Chanceux. La recherche des courriels, puisqu'on parle de Google, la recherche des courriels facilitée dans Gmail. Je le répète de temps en temps dans les formations, dans une tasse de tech, que je donne des formations sur, entre autres, l'écosystème Microsoft 365. Et un des beaux problèmes, c'est la recherche de courriels. Tu as reçu un courriel d'un client, tu as reçu un courriel d'un partenaire, tu as reçu un courriel d'un collègue, là, tu as retrouvé le bon courriel. C'est jamais facile. Dans Gmail, ça pourrait être plus facile. On va nous permettre, grâce à l'intelligence artificielle, bien sûr, un petit bonus chaque fois qu'on dit ce mot-là, on va avoir des courriels qui ne seront pas non seulement classés par mots-clés et par ordre chronologique. On va, grâce à l'intelligence artificielle, détecter le courriel qu'on ouvre plus souvent. Tu sais, le courriel auquel on se réfère régulièrement, qu'on peut trouver vite. Les contacts fréquents. Donc, ça pourrait me permettre, par exemple, de voir le courriel avec l'horaire d'une tasse de tech que tu m'as envoyé parce que tu es mon contact que j'ouvre récemment. C'est une fonction qui va être déployée graduellement chez les utilisateurs. Ça va permettre de voir les courriels plus pertinents dans sa recherche et aussi la recherche par courriel plus récent. Des fois, on veut juste voir le dernier courriel avec le mot facture dedans, par exemple, pour le Bien hâte de voir ça. La recherche, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse trouver des mots similaires, parce que des fois, on cherche un mot, puis c'est pas exactement ce mot-là. On cherche rendez-vous, puis c'est rencontre, puis là, on trouve pas le courriel, puis on a le nom de quelque chose, le nom d'un dossier, puis il manque un chiffre, puis c'est pas exactement ça. J'aimerais ça qu'ils nous disent, veux-tu dire ça, par hasard? Ce serait... c'est étonnant qu'en 2025, la recherche dans nos courriels soit aussi médiocre. Et je m'appuie sur Microsoft Outlook, qui est donc dégueulasse comme logiciel pour courriel. Surtout quand on recherche le courriel et qu'on sait exactement le bout de texte qu'on recherche et qu'il ne le trouvera jamais. Va nous fournir un élément de calendrier, va nous fournir une recherche Bing, va nous fournir tout plein d'affaires, sauf l'affaire qu'on cherche. Je te montrerai les options de recherche. Vive Gmail, juste pour ça. T'as le petit triangle dans le coin d'Outlook, je te montrerai. Ouais, ça devrait juste être, tu sais, rapide et facile. Mais tu as raison que si tu n'as pas exactement le bout de texte, ça peut être un peu compliqué. Puisqu'on est dans les scénarios catastrophes, de ne pas trouver son courriel. Toujours! Ben oui! On parlait d'Alexa. Bonjour, tais-toi, Alexa. Tu sais qu'on peut le dire, hein? Tu sais que ça marche, hein? Tu peux dire des gros mots, Alexa, tais-toi, et ça marche quand ça arrête tout de suite le signal comme ça. Mais ce qui est fun avec Alexa, c'est qu'on peut lui dire pas fort aussi. Tu peux dire Alexa, tais-toi. Alexa va arrêter. Echo va transmettre tous nos échanges audio qui sont faits avec Alexa à Amazon. Sans exception. Ceux qui ont la peur partie pour clé... leur vie privée n'aimeront pas ça. À partir du 28 mars, non, exactement. Amazon, en fait, c'est pas Amazon qui a annoncé ça, ils ont envoyé des courriels aux gens qui avaient à certaines personnes, en fait, qui avaient une enceinte Echo sur laquelle, dans les paramètres, on pouvait demander de ne pas faire traiter sur les serveurs d'Amazon les commandes vocales. C'est un nombre limité d'enceintes Echo parce qu'elles sont pas toutes capables de le faire. Celles qui ne sont pas capables de traiter localement les commandes vocales le faisaient de toute façon sur le serveur et pour elles, ça ne change rien. Mais les enceintes qui permettaient ce traitement local ne le permettront plus à partir du 28 mars prochain. Donc, tout ce qui est commande vocale va être téléchargé sur les serveurs d'Amazon pour être traité sur place
parce que Amazon va lancer sa nouvelle version d'Alexa, Alexa Plus, en anglais aux États-Unis seulement bientôt. Si ça se trouve, ça doit être le 29 mars au matin. Si c'est pas déjà fait, en fait, parce que je sais qu'ils l'ont annoncé il y a quelques semaines, mais le lancement était prochainement, là, donc j'ai perdu un peu la mémoire sur la date exacte, mais c'est dans les prochains jours. Et c'est justement pour donner le place à cette nouvelle IA générative plus puissante, qui est apparemment trop puissante pour les appareils Amazon. Amazon, vous le savez, quand ils font du matériel, quand ils vendent des produits physiques, informatiques, c'est toujours des produits très bon marché. Et on comprend maintenant pourquoi. Ils sont très peu performants. Si vous avez acheté une clé Fire TV, vous savez, ça dure 1 an ou 2, puis après ça, c'est plus très puissant. C'est déjà trop lourd, logiciellement parlant, pour avoir des mises à jour très, très longtemps. Donc, c'est un défaut des produits Amazon, sans doute. Et là, le problème, c'est que si vous décidez de ne pas vouloir faire envoyer vos enregistrements vocaux sur les serveurs d'Amazon, vos consoles, vos enceintes Echo ne servent plus à grand-chose. Donc, c'est un peu frustrant. J'imagine que si j'étais un avocat, je penserais à l'éventualité d'un recours collectif pour perte de jouissance. Vocale, bien sûr. Alain, dans l'intro de notre podcast, il faut qu'on mette perte de jouissance. On va parler de perte de jouissance. Ça va accrocher un certain public, Alain. Je suis certain que ça va augmenter. Oui, mais c'est un terme légal. Là. Vous voyez ce que je veux dire, bien sûr. Un terme juridique. Mais, en tout cas, c'est un peu fâchant. Et je comprendrais les gens qui ont une enceinte Echo d'être frustrés parce qu'essentiellement, la seule chose que mon enceinte Echo fait ici, c'est jouer de la musique. Puis là, ça va être comme, mais pourquoi je peux pas juste jouer de la musique sur mon enceinte sans que ce soit comme... Mais vous savez qu'à partir de là, sur les serveurs d'Amazon, évidemment, ça ne veut pas dire qu'Amazon va écouter et espionner vos conversations. C'est juste pour mieux traiter plus rapidement, mieux comprendre la commande vocale plus naturellement et mieux fournir une réponse adéquate. À partir de là, évidemment, il y a peut-être des failles et des limites, là, mais quand même, c'est pas à la base une façon d'espionner les gens, là, qu'on se comprenne bien. Et là. Parlant de perte de jouissance... Et d'intelligence artificielle qui dégonfle, oui. Ben oui, il y a Apple qui déplace son vice-président responsable du Vision Pro, qui est un produit extrêmement niché, fun, hein? mais niché. Malheureusement, il ne Oui. décolle pas comme j'imagine qu'Apple imaginait que ça décolle. Je pense que les ventes n'ont pas décollé, il n'y a pas d'application essentiel qui va faire j'ai besoin d'un Apple Vision Pro. Ouais. Et le vice-président responsable du Vision Pro va se déplacer pour s'occuper de Siri et d'Apple Intelligence. C'est comme tu passes d'une patate chaude à une autre patate chaude. Je suis pas sûr que c'est vraiment génial. Écoute, quelqu'un disait c'est Apple qui se Microsoftifie parce que, et on parle de Microsoft d'une autre époque où les produits étaient toujours livrés trop tard et sans livrer vraiment la promesse faite à la base. Apple Intelligence devait être intégré à Siri et livrer des applications extrêmement personnalisées d'intelligence artificielle sur l'iPhone et ailleurs dès cette année, et ça a été repoussé à l'année prochaine, semble-t-il. Donc, on n'arrive pas à livrer ce qui est promis, et là, semble-t-il qu'on est fâché au niveau de la haute direction d'Apple. Et d'où ce brassage de hauts dirigeants pour essayer de repimper Siri, qui n'est peut-être pas aussi performante que, par exemple, l'assistant Google qui est maintenant rendu Gemini du côté de Google, mais je trouve tout ça très déconnecté de ce que le consommateur moyen fait avec son téléphone. Je connais personne qui trippe Gemini Live, là, qui fait comme « Wow, depuis ce temps-là, ça a changé ma vie! » Alain, mais eux, ils s'arrachent les cheveux avec ça. Veux-tu ma dernière anecdote troublante avec Gemini? Je reçois une mise à jour sur mon téléphone qui dit « Tu n'as plus l'assistant Google, par défaut, c'est maintenant Gemini sur ton téléphone. Mm-hmm. » J'ai publié sur Blue Sky en disant « Wow, fini Google Assistant. » Alors, je demande à Gemini quelle est la chanson qui joue en ce moment. Gemini me dit « Utilise l'assistant Google. » Ou je suis comme « Bravo. Mais comment on peut réussir à faire un produit qui a moins de fonctionnalités? Un peu ce qui est arrivé avec l'application Sonos. Tu as une application qui fonctionne bien, tu lances une nouvelle version courageuse et tout, mais qui a la moitié des fonctions de la précédente. Ils n'y ont pas pensé, ils n'ont pas regardé ce que les utilisateurs aimaient, ils n'ont pas fait de bêta-test, ils ont fait... Et là, qu'on ne puisse pas détecter les chansons simplement en le demandant en Gemini, ce qui serait tout à fait naturel et vraiment le fun. C'est quoi la chanson qui joue? Quel est l'artiste? Est-ce que cet artiste-là, l'artiste de la chanson qui joue est en concert bientôt? Ce serait des questions naturelles, mais comme il ne peut même pas écouter la chanson qui joue, je suis fâché et frustré. C'est ahurissant parce que sur les enceintes...
Est-ce que ça s'appelle Nest maintenant? Peut-être plus, mais de Google, les enceintes connectées. C'est la même chose sur Amazon. Les applications les plus demandées, les interactions vocales, c'est de la musique et genre des blagues de pets et des choses comme ça. Oui, Et là, c'est on dit, vrai. oui, mais nous, on a intégré Deep Research de DeepMind dans notre intelligence artificielle générative. Vous pouvez faire des... Mais quand est-ce que, vocalement, tu fais des applications aussi complexes? C'est comme, ça n'a aucun Exactement. sens, là. C'est déconnecté totalement. Quand tu vas Enfin, demander à bref. ton assistant de faire un gros bruit de pète, Ça, c'est c'est populaire. c'est gênant, mais c'est souvent ce qu'on me propose, hein. Je suis en train de dîner avec ma blonde, puis là, tout à coup, voici les applications qu'on vous suggère. Bruit de pète, RAW puissant. Ben oui. Voyons. Mais Amazon, sur Prime Video, c'est LOL Québec qui est la plus grosse affaire, puis c'est juste des blagues de pets, donc clairement, il y a un filon, là. Mais l'IA, elle, est comme à un autre niveau. Allez savoir. Euh, Ah, et attends un peu, juste, il faut qu'on le mentionne. On a nommé oui. la personne, le vice-président responsable de Vision Pro, s'appelle toujours Mike Rockwell. Et je trouve que ça fait nom d'acteur porno. Faut que je le dise. Ah, Mike écoute. Rockwell. Rockwell. Ben, c'est sûr que c'est un nom Rockwell. très puissant, on va dire ça comme ça, Voilà. effectivement. Il est maintenant en Euh, charge du Vision Products Group. Il est maintenant en charge du groupe de Siri. Voilà. Voilà, à suivre. Écoute, il y a eu un gros lancement cette semaine, particulièrement au Québec, parce que c'était le lancement tant attendu de la nouvelle version du jeu Assassin's Creed, le nouvel opus, devrais-je dire. C'est pas une version, c'est vraiment un tout nouveau titre. Assassin's Creed Shadows Oui. a été lancé. Ils ont fait une petite conférence à Montréal et ils ont invité nul autre que Nick Suzuki, le capitaine du Canadien de Montréal, pour venir discuter, débattre le bout de gras, n'est-ce pas, comme on dit, comme le veut l'expression très québécoise. C'est un À propos gagnant, de j'imagine. ces... Ben, clairement, on sait que les joueurs de hockey, en tout cas les sportifs professionnels dans leur temps libre, on sait que, et là, ils ne seront pas contents que je le dise, mais un gars comme Patrick Laine, qui est le super scoreur sniper du Canadien, a des graves problèmes d'addiction du jeu vidéo qu'il essaie de combattre, entre autres choses. Donc, c'est peut-être pas nécessairement 100% positif, mais quand même, de voir le capitaine du Canadien venir discuter d'Assassin's Creed, c'est quand même pas rien. Shadows, c'est un jeu important pour Ubisoft au sens très large et pour les amateurs de la série au sens plus spécifique, parce qu'on a vraiment twisté un peu la formule. On essaie de relancer cette franchise-là avec un jeu qui se déroule dans le Japon féodal, qui était quelque chose que les gens espéraient voir depuis longtemps. Ben oui, On des peut jouer ninjas. deux héros séparés, une petite ninja et un gros, un ronin, là, vraiment une espèce de bagarreur plus costaud. La critique est super bonne. J'ai joué quelques heures la semaine dernière, puis effectivement, c'est un jeu qui a ses qualités extrêmement vastes. Je veux dire, si vous aimez passer des dizaines d'heures dans un environnement immersif, vous allez être immergé bien comme il faut, il n'y a pas de trouble. C'est pas parfait, il y a des limites. J'ai trouvé que la courbe d'apprentissage grimpe vite pour les... T'sais, on se super spécialise dans les combats rapidement. On peut faire 800 gestes différents et on finit par trouver comme juste une formule qui fonctionne simplement parce que l'IA intégrée, elle a ses limites elle aussi. Et c'est souvent juste une twist qui fait qu'on traverse facilement les jeux. Mais bref, Nick Suzuki, lui, fait dire qu'il est plus le style ninja furtif, alors que s'il avait à suggérer un joueur du Canadien pour jouer le bagarreur, ce serait plus Arbor Chekai, là, qui est le gros défenseur costaud qui pète des tronches sur la glace. Et donc, il le fait aussi au contrôleur de sa Sony, de sa console, pas Sony nécessairement, mais de sa console ou de son PC ou peu importe. Mais bref, tout ça pour dire que Assassin's Creed Shadows est lancé, mesdames, messieurs. Le plus gros titre fait par Ubisoft au Québec, à Québec et à Montréal depuis au moins 4 ans. Et si ça vous intéresse, allez voir ça. Évidemment, vous savez déjà que c'est lancé, mais sachez aussi que le capitaine du Canadien vous approuve votre choix si vous achetez le jeu. Moi, je me dis tout le temps, des athlètes d'élite, des athlètes de haut niveau ont habituellement une perception visuelle extraordinaire, des réflexes au-delà de la moyenne du commun des mortels. Ils doivent être bons aux jeux vidéo. Et je regardais Drive to Survive. Ils ont certainement du temps pour le faire, en tout cas. Ben oui, les pilotes de Formule 1, ils jouent aux raquettes. Je suis sûr qu'ils sont... ils sont meilleurs que le commun des mortels. Ils sont plus rapides, plus athlétiques, meilleur champ de vision. Écoute, ça doit être... Il y a une coordination aux yeux-mains qui est... Puis- je le vois dans les sports avec les jeunes joueurs d'élite. La différence entre un jeune qui est bon dans les sports et un qui l'est moins, c'est vraiment au niveau de ce que tu vois et le réflexe pour oui. tout de suite réagir. Et ça, évidemment, avec un contrôleur de jeux vidéo, ça paraît aussi. Ben oui, ben oui. J'imagine, en tout cas, que ça doit aider un petit peu. Mm-hmm. Les laptops Huawei vont passer à Linux. Tu parlais la semaine dernière de ce qu'on n'avait pas ici, qui était disponible à l'étranger. Oui. Huawei continue de faire des appareils, continue de faire des téléphones. Ils vont passer à Linux pour leurs ordinateurs parce que la licence avec Microsoft
avec Windows va expirer ce mois-ci. Donc, ils vont utiliser leur prochain ordinateur. Ça va être un MateBook qui va avoir un processeur maison Kunpeng. J'espère que je le prononce correctement. Il va avoir Harmony OS, leur système maison. Je crois qu'il était basé sur Android ou sur Linux au départ, mais il va avoir une édition spéciale purement Linux. Et ça, je me demande, encore une fois, quand on parle de Linux, souvent on reçoit une volée de bois vert parce que je n'ai pas mentionné la bonne distribution, le bon éditeur de texte et ainsi de suite, mais je me demande si ça ne pourra pas aider à quelque part, donner des ressources aux gens qui utilisent Linux. On parle toujours de l'année Linux dans les ordinateurs et ainsi de suite. Ça pourrait donner peut-être un coup de pouce. Peut-être que non. Écrivez-moi là-dessus. Je serais curieux d'avoir ceux qui sont familiers avec le monde Linux, si ça va aider ou au contraire diviser le monde Linux davantage. Huawei aussi lancé ceux qui aiment les... Non, mais comme si on avait besoin de plus de division dans le monde Linux. Ben voilà. Et voilà. Il y a Huawei aussi lancé un téléphone de style flip. Ceux qui aiment les téléphones de style flip, le Pura X, qui a une proportion 16-10 quand on le C'est assez spécial comme format, ouais. Le format est assez particulier, un peu plus large. Au lieu d'être étroit et long, il est un peu plus large. Ça pourrait plaire à un certain public. Cependant, les applications ne sont pas compatibles avec Android. Donc, ça risque de ne pas être compatible avec un paquet de périphériques et peut-être des applications que vous aimez bien. Voilà. Linux. Écoute, encore cette semaine, j'écrivais là-dessus. Les distributions Linux, il n'y a pas de magie, les amis. Si tu installes Linux sur un ordi puis tout fonctionne du premier coup, allez acheter un billet de loterie parce que j'ai jamais vu ça. Mais là, les gens sont comme non, c'est super facile, c'est plus facile que Windows. Comme... Ben oui, il faut que tu écrives ton driver, puis là, tu peux configurer ton kernel, puis tu peux changer Puis là, tu installes, ben là, tu ne fonctionnes pas avec la bonne interface, mais là, comme, arrête, tu peux-tu avoir une interface qui marche? Tu vois le nombre de distributions qui existent, on dirait que chaque utilisateur de Linux, son frère, son beau-frère, son cousin, sa tante, puis sa belle-sœur, sont toutes en chicane. C'est un peu comme... Je vais faire un parallèle douteux avec le monde du paranormal. Chacun a sa théorie de conspiration, puis tous les autres sont caves parce qu'ils ne croient pas dans leur théorie de conspiration qui est la vraie affaire. Eux autres, ils ont compris. Enfin. Ouais. Hey, on est en feu ce matin. Il s'en passe d'affaires. Écoute, et on va continuer parce que dans la catégorie bonne nouvelle, si jamais vous avez écrit un livre dans votre vie, sachez que vous avez déjà été piraté par une intelligence artificielle qui appartient à, roulement de tambour, Meta, bien sûr, l'entreprise derrière Facebook, qui clairement, elle, a à cœur l'intérêt du grand public quand elle fait des choses. Pour développer son IA, donc Llama, L-L-A-M-A, Meta a puisé dans le contenu de 7 500 000 livres et dans 81 millions de travaux de recherche universitaires, et ainsi de suite, académiques et ainsi de suite, y compris des travaux de recherche en français publiés par des Québécois. Tout ça sans aucune autorisation. Donc, elle a littéralement piraté au-dessus de 90 millions de contenus publiés par des vrais auteurs, des vraies personnes dans le monde, dans le vrai monde. Et on vient de l'apprendre. Et là, tu es comme tout d'un coup, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je ne le sais pas. Ça va être un excellent débat pour les prochaines semaines. La publication américaine The Atlantic a publié sur son site un outil qui s'appelle LibGen, L-I-B-G-E-N, sur lequel vous rentrez le nom de l'auteur de votre choix. Vous voyez s'il y a du contenu qu'ils ont publié qui a été piraté. Et pour vous le dire, j'ai cherché mon nom parce que tout le monde le fait et j'ai trouvé effectivement que j'avais un livre publié en 2016 que Llama a utilisé pour bâtir son propre outil génératif. Et ça, apparemment, c'est permis. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, on pouvait télécharger un film sur BitTorrent et là, les fournisseurs de services Internet nous poursuivaient avec des menaces par courriel de millions de dollars de pénalités, tout le kit. Puis ça, c'était vraiment grave, mesdames, messieurs. Mais que Meta, qui vaut je ne sais pas combien de centaines de milliards de dollars en bourse, fasse ça, c'est normal, c'est correct, on accepte ça. Et puis je me permets de mentionner qu'Alain, tu publies un nouveau livre la semaine prochaine. Oui, ben écoute, on aura l'occasion d'en parler plus largement, effectivement, mais justement, ça m'inquiète pour le prochain. Mais écoute, pour les gens qui s'intéressent, c'est un livre qui s'appelle « Payez moins pour vos services de films, télé, musique ». C'est un petit guide 101 de streaming pour vous faire sauver des gros sous et il y a au-dessus d'une vingtaine de solutions, de conseils, astuces, trucs, modèles, applications, en tout cas, tout ce que vous voulez là, pour que vous... sauviez des sous sans rien rater du bon contenu.
On en reparlera effectivement plus en détail. Mais ça, si ça vous intéresse, en kiosque, en librairie, partout où il se vend des bons livres, le 2 avril. Et je pense, je sais pas, il faut que je vérifie parce que ce sont les éditions La Presse qui le publient et je pense qu'ils ont la version numérique aussi en vente sur leur site. Il faudrait vérifier. J'ai publié un livre en 2016, le livre en question, qui lui était vendu aussi en numérique et je pense que 20% des ventes étaient en format EPUB. Le reste est imprimé. Fait qu'il y a un marché pour ça quand même. Parlant de bon vieux temps. Oui, parlant de bon vieux temps, le retour des montres Pebble, j'en avais parlé. Oui. Il y a la Rebel qui essaie de garder. Pebble est une montre avec un affichage en papier électronique très simple, très basique. J'ai ici ma montre et qu'on ne voit pas bien, ceux qui nous regardent sur YouTube. J'essaie de le montrer ici. J'ai un petit affichage. Il y avait beaucoup d'affichage. C'était le début d'une autre époque, ça, ouais, la Pebble. C'était vraiment le fun, des boutons physiques qui permettaient rapidement d'accéder à ses notifications, ses courriels, ses messages. On pouvait la personnaliser comme on voulait, sauf qu'à un moment donné, ils ont vendu à Google, en tout cas, les serveurs ont cessé de fonctionner, la montre a cessé de fonctionner, ce qui est extrêmement triste. C'est, je pense, le 2e, 3e et 6e projet de Kickstarter en termes de popularité. De taille dans l'histoire, ouais. Aujourd'hui, malgré ça, Kickstarter, c'est tout le temps des trucs qui sont douteux. On a toujours un doute là-dessus. Ils sont de retour. Le créateur original, Eric Mijikowski, a relancé 2 modèles, le Core 2 Duo, qui n'a rien à voir avec le processeur de Microsoft Core 2 Duo, 149 américains, donc 225, pas très très cher. Il va avoir un micro et un haut-parleur dedans. Les appels ne seront pas supportés au départ. Il y a le suivi du sommeil, ce qui serait une nouveauté pour cette montre-là. Il n'y a pas de GPS, pas de paiement, pas de moniteur de sommeil. Non, attends un peu, pas de moniteur de sommeil sur ce modèle-là. L'autre, oui. Il n'y a pas de baromètre. Mais baromètre et compas. Hey, c'est compliqué. Il y a comme 2 modèles. J'espère qu'elle donne l'heure les deux. Parce Exactement, ça donne l'heure. On peut faire les affichages. Mais c'est dégarni, ben oui. Comme des boutons comme ça. La chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de paiement électronique. Il paraît que c'est difficile pour un petit créateur de faire ça. Le Core 2. Le Core Time 2 est un petit peu plus grand, 225 $ américains. Écran de 1,5 pouces de diagonale, boîtier en métal, papier électronique couleur. Donc, ça peut être très, très joli. Celui-là a un moniteur cardiaque. Et le truc que je trouve très drôle, le créateur a dit « Ah, ça charge avec les mêmes câbles que ça chargeait dans le modèle original. » C'est ça l'élément? C'est ça l'élément de vente? C'est un des éléments, mais il fait un petit clin d'œil à toutes les compagnies qui n'ont pas le choix de changer leur chargeur après un certain temps. Ouais. Le truc que je me dis, c'est qu'il n'y a pas de futur avec le projet. Ce que je comprends, le créateur n'a pas de plan d'affaires pour les 10 prochaines années, puis des updates réguliers. C'est peut-être une montre qui va durer pendant 10 ans, parce que quand tu as un modèle de base qui fonctionne bien avec un processeur assez costaud, ça peut durer longtemps. Mais moi, j'ai la frousse qu'encore une fois, après avoir généré beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de ventes, beaucoup de pré-ventes avec Kickstarter, la montre va être livrée, si tout va bien avec Kickstarter, en décembre 2025. Je soupçonne que les gens font des Kickstarter encore en 2025 parce qu'ils ont une excuse pour livrer plus tard, parce que tout le monde le fait. Ben, c'est normal. C'est rendu accepté. Ben oui. Parce qu'habituellement, quand c'est pour décembre, c'est pour générer des ventes, pour que les gens reçoivent ça pour Noël. Ben oui. Tu as le Nouvel An chinois, c'est reporté au mois suivant. Nouvel An chinois, c'est reporté 2 mois plus tard. Puis finalement, ils ont des problèmes de composantes et tout. C'est livré en juillet prochain. Prévision, juillet 2026. Soyez prudents. Ben oui, effectivement. Et peut-être qu'on fait juste surfer sur la petite nouvelle du moment là, qui a ravivé la flamme des amateurs de Pebble à suivre. Google a ouvert le code qu'il avait perdu. Encore une fois, comment tu fais pour perdre ton code? J'ai de la difficulté à concevoir comment ça marche, les gros contrats comme ça. Bonne question. Merci Pascal, ça fait le tour d'une semaine qui allait dans toutes les directions pour éviter nous, manifestement. On prend une petite pause, les amis. Il faut que j'aille chercher mon bidule qui vient de tomber en bas de mon bureau. Et on vous revient tout de suite avec nos essais de la semaine. Restez avec nous à Une Tasse de Tech. De retour à Une Tasse de Tech.
avec Alain Mekena et Pascal Forget. Re-bienvenue à une tasse de tech. Alain ici toujours avec Pascal et son ami la grenouille. Si vous nous regardez en vidéo, vous voyez qu'il y a comme un troisième participant à notre balado qui est une grenouille. J'aimerais dire en chair et en os, parce qu'elle est vraiment en 3 dimensions. Vous voyez où je m'en vais avec ça, c'est que Pascal a un bidule dans les mains qui est, tu dis holographique, je vais dire auto-stéréoscopique, mais bref, qui affiche des images en 3D, qui n'est pas la 3D visuelle habituelle là, en images 2D. Là. C'est vraiment un truc différent. Là. C'est des images qu'on peut voir sans lunettes, sans avoir besoin comme la télé 3D, dans le fond. C'est ça, comme la télé 3D, on peut regarder l'écran et on voit l'image qui semble sortir de cet écran. Et c'est très drôle parce que quand on y touche, on a vraiment l'impression, puis c'est dur à voir en vidéo, ceux qui nous regardent sur YouTube, quand on touche l'image, on a vraiment l'impression de toucher dans quelque chose de profond. C'est le Looking Glass Go, d'une compagnie qui s'appelle Looking Glass. C'est un écran de 6 pouces de diagonale. Okay. Portable. Je l'ai branché dans mon ordinateur en ce moment pour avoir une sélection d'images que je peux vous présenter rapidement, mais je pourrais aussi l'utiliser en mode autonome, le brancher, ça se connecte au Wi-Fi et on peut, avec son téléphone, prendre une photo et l'envoyer dedans. Et on peut choisir, on peut se créer des listes de lecture et ajuster l'effet stéréoscopique, l'effet 3D. L'intelligence artificielle est utilisée, mais on peut avoir des ajustements, dire par exemple, je veux que ce soit ton visage qui soit en avant-plan et le chat que tu tiens dans tes mains un peu derrière et vice-versa. Tu peux l'ajuster, évidemment, il y a beaucoup d'ajustements qui sont nécessaires. Ouais, j'ai plein de questions par rapport à ça. Et voilà, fait que les résultats ne sont pas toujours concluants. C'est ça qui arrive. C'est un logiciel spécifique pour faire créer les images? Comment on crée les images pour ça? Exactement. Tu as plusieurs options. Tu as l'application dans ton téléphone. C'est pensé pour fonctionner directement avec les images du iPhone en mode cinématographique. Ah, la prise photo spatiale ou je sais pas quoi. La prise de photo spatiale qui va à ce moment-là se transposer directement, qui va être détectée directement dans le Looking Glass Go. On peut aussi utiliser toutes sortes d'applications 3D. Donc, dans la liste ici, là, regardez sur le site de Looking Glass, mais on parle de Blender, de Unity, de Unreal Engine, les photos WebXR, des standards de création 3D. Donc, si vous êtes un animateur en jeu vidéo, vous savez probablement mieux que moi que vous pourriez prendre cet écran-là, le brancher dans votre ordinateur comme un 2e, 3e, 4e écran et y projeter vos créations. Une image. Est-ce que c'est que de la photo ou il y a de la vidéo aussi disponible? Comment ça on peut fonctionner avec de la vidéo. Tu as des petits clips animés qui sont possibles. Fait que oui, tu pourrais tester ou regarder ton personnage en 3D là-dessus. J'ai pas, encore une fois, je suis pas animateur 3D. Je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible d'y aller comme ça. Photo, vidéo spatiale, c'est peut-être la façon la plus simple de regarder dans son téléphone comme ça. On peut transformer ce petit truc-là. C'est portable, donc on peut le déplacer. Il y a une petite pile qui est possible de brancher au lieu de brancher dans son ordinateur, par exemple. Encore une fois, ça se connecte dans son téléphone si on veut transférer des photos rapidement. On peut ajuster la profondeur de champ avec l'intelligence artificielle, je l'ai mentionné. Maintenant, je vais y aller avec l'impression que j'en ai. L'affaire qui arrive, c'est que c'est un gadget qui coûte 430 $, 300 $ américains, donc jusqu'à 450 avec les frais de livraison et tout. Il y a des écouteurs, on peut écouter des vidéos, voir des choses. Ça pourrait servir éventuellement pour des appels vidéo. Tu pourrais voir la personne en 3D dans ton écran. J'imagine que ce serait possible, ce serait très cool. On met beaucoup l'accent sur iPhone, iPad, Mac, mais c'est aussi PC, c'est aussi Android si on veut des logiciels pour fonctionner avec ça. J'ai l'impression de voir, en termes d'effets 3D, j'ai pas fait « Waouh, c'est du réalisme incroyable ». Je l'ai fait avec l'Apple Vision Pro. Quand tu mets en 2024, je l'ai mis en 2024, j'ai mis ça sur mes yeux, j'ai fait « OK, on a vraiment un effet stéréoscopique, réaliste et tout ». Dans ce cas-ci, j'ai l'impression de voir les cartes qu'il y avait avec la gomme ballon quand on est petit. Ouais. Le joueur de hockey en 3D, tu bougeais la carte puis tu avais un effet stéréoscopique. C'est comme un effet de prisme, là. Ouais, c'est ça, ça déplaçait, ça faisait bouger un peu. Ouais. Et c'est ça qu'on voit. Fait que sur mon bureau, je suis pas émerveillé, j'ai l'impression de voir des pixels. Fait que ça fait quelque chose de très joli. Je vois vraiment la grenouille qui me regarde avec des grands yeux qui sort de l'écran, mais l'effet n'est pas aussi réaliste que j'aurais espéré en 2025 pour un nouvel appareil. Mais je vois
je vois l'utilité. Quelqu'un qui fait de l'animation 3D, qui veut tester de quoi ça a l'air, quelqu'un qui fait des objets comme ça, qui veut les visualiser rapidement. Je regarde ma grenouille ici. L'autre chose qui Mais est c'est pas un cadre intéressante, photo non plus. Tu peux pas juste le laisser comme ça en cadre photo. oui, tu peux le Ça, laisser en ce cadre serait... photo en Ouais, mode ok. autonome. Fait que tu pourrais faire une liste de photos puis le laisser rouler puis ajouter aux besoins des photos comme ça. Ah, ok. Sauf que, et ça c'est la grosse affaire, le champ de vision est très réduit. Je vais le remontrer, ceux qui Oui, ben regardent c'est sur YouTube c'est ici. le principal défaut de Et c'est ça, si ces je tourne appareils-là, ces l'écran un petit affichages-là. peu, le champ de vision est d'à peu près 60 degrés et après ça, on voit plus rien. Fait que si je Mhm. regarde, je vois un écran noir dès que je suis pas devant. Si je me mets devant, je vois la grenouille avec un léger effet 3D. Si je me déplace, je revois un écran noir. Je vois plus ce que je veux voir. Fait que si je suis pas presque parfaitement dedans, j'ai un petit peu de jeu à gauche, à droite, ben, je vois un écran noir, ce qui n'est pas super. Puis si on le voit bien sur YouTube, regardez si ça vous intéresse, là, ceux qui considèrent l'achat de ce truc-là, le champ de vision est vraiment pas large. Fait que c'est un super beau gadget, tu sais, c'est bien construit, les accessoires sont le fun, tu peux le mettre dans un cadre photo justement pour l'encadrer, le mettre sur ton mur avec un support, tu peux ajouter le bloc pile pour le rendre autonome, le déplacer, une présentation, ainsi de suite. Mais est-ce que je suis émerveillé? Est-ce que ça vaut le coup d'achat, Pascal? Ben, pour moi, moins, mais je sais qu'il y a des gens qui trippent beaucoup, beaucoup 3D, des gens qui veulent voir ça, puis il y a peut-être des gens qui vont voir de l'émerveillement là-dedans. Mais, encore une fois, c'est un produit bien conçu qui, je crois, a peut-être un usage assez spécifique pour les créateurs de contenu en 3D qui peuvent avoir sur le coin de leur bureau un aperçu rapide de ce qu'ils créent. Puis, c'est quand même un effet wow, c'est quand même assez cool de voir la photo puis faire la grenouille, elle sort de l'écran. Hey, ton chat, il dépasse comme ça. Mais c'est ça, c'est pas. Mais ça fait effet de photo, carte à jouer, stéréoscopique. Mais un élément de curiosité, oui, quand ça fonctionne, c'est comme assez intéressant. Mais c'est vrai que le sweet spot est extrêmement pointu sur ce genre de gadget-là. C'est un objet qui va être à considérer par ceux qui ont des besoins assez spécifiques. Mais je suis content de l'essayer, puis je suis content de le voir. La compagnie fait des écrans plus grands qui, à ce moment-là, peuvent peut-être donner un meilleur effet stéréoscopique. Là. Quand tu as plus de pixels, quand tu as plus de profondeur, tu peux vraiment voir les objets se détacher sur une plus grande surface. Et là, l'effet est peut-être plus réussi. Merci Pascal. Donc le Looking Glass Go, pour ceux qui aiment l'autostéréoscopie. J'espère que c'est le bon terme. Il me semble que oui, c'est ce qu'on me disait à une autre époque. Écoute, il y avait des prototypes holographiques. D'accord. L'écran holographique Looking Glass Go. Aïe, aïe, aïe. De mon côté, je vais au plus simple, Pascal. C'est drôle parce que je voyais les publicités défiler dans mes réseaux sociaux, puis j'ai juste fait intriguant. Et j'ai écrit à l'entreprise. 2 ans plus tard, le colis UPS est envoyé. Donc, quand ça arrive, c'est une compagnie qui s'appelle Mag Sound qui crée ce petit haut-parleur Bluetooth qui s'appelle le Mag Beat. Mag pour MagSafe parce qu'il est aimanté à l'endos et on peut le coller comme... C'est astucieux, ça. Comme un produit MagSafe sur son téléphone. Et ce qui est intéressant, l'intérêt, c'est que ça fait aussi une béquille pour votre téléphone quand vous l'utilisez, mais il y a aussi un port USB-C pour le charger. Et quand vous chargez le haut-parleur, par MagSafe, ça charge la batterie du iPhone ou de l'appareil qui aura un adaptateur MagSafe. Comme là, ici, j'ai le OnePlus le plus récent, le 13. Et il est dessus, il vient avec un aimant MagSafe. Là, et pouf, je pourrais charger mon téléphone comme ça en l'appuyant sur l'enceinte MagBeat. L'anecdote, quand je vous disais que j'ai contacté ces gens-là, parce que j'ai eu une conversation sur Blue Sky à propos du dropshipping avec, Patate33, là, une personne anonyme qui pense avoir toujours raison, qui m'expliquait qui essaie de m'expliquer que des fois, on teste des produits pour des marques et c'est du dropshipping, on ne devrait pas donc parler de ces produits-là parce qu'ils sont faits en Chine. Et je dis, le dropshipping, c'est pas le fait qu'ils sont fabriqués en Chine, parce que même Bose et même Apple et même les grandes compagnies fabriquent leurs produits en Chine, ou en tout cas une partie de leurs produits en Chine. Le problème du dropshipping, c'est qu'une fois qu'on a acheté, l'entreprise, le site web disparaît. Et il n'y a pas de service à la clientèle, il n'y a pas de service en français, il n'existe pas l'humain derrière pour faire le suivi après si le produit est défectueux. Et ça, c'est là où la ligne se trace, en fait, avec du dropshipping. Donc, eux, j'étais curieux de savoir si c'est effectivement juste un coup, tu sais, des gens qui shippent là, de leur village dans la région de Shenzhen, puis dont on n'entend plus parler après. Et ces gens-là m'ont réécrit plusieurs fois, donc clairement, ils ont intérêt à suivre, et c'est pas le seul produit qu'ils vendent. Ils n'ont pas
Ils ont un historique. En fait, ils existaient avant, ils vont exister après. Donc, ce n'est pas nécessairement du dropshipping. Et surtout que dans ce créneau-là, des petits speakers à 50$ comme ça, il y en existe une tonne. Donc, j'étais curieux de savoir si effectivement, eux, c'était pas juste un coup de marketing rapide. Et non. Il y a des différents éléments pas mal de fun à propos de ce petit haut-parleur-là. Premièrement, le premier, c'est que si vous cherchez quelque chose pour la terrasse, parce que là, le printemps arrive et on veut veiller sur la terrasse, sur le balcon en arrière, prendre un petit peu de soleil, puis mettre une petite chanson. Il n'y a pas des tonnes d'options pour une enceinte d'extérieur qui est le fun. Et ça, c'en est une parce que vous le collez derrière votre téléphone, vous déposez votre téléphone sur la table, sur le coin du divan, sur le coin de la terrasse, peu importe, et ça fait un son assez intéressant. La fiche technique dit que c'est une puissance maximale de 3 watts, ce qui est pas très gros, mais c'est très enrobant, c'est étonnamment puissant. On a un haut-parleur de 40 mm avec un aimant en néodyme, qui est en fait un composant, un métal très magnétique, nécessairement, qui est souvent utilisé dans les enceintes de plus haute qualité. On a parlé il y a un petit bout de temps des écouteurs Sennheiser qui valaient, de mémoire, ils valaient 1000$, un petit peu moins de 1000$. Et ils avaient exactement cette technologie-là à bord, des haut-parleurs de 40 mm avec le magnet, avec l'aimant en néodyme. Et ça aide parce que c'est un métal aimanté qui peut être facilement magnétisé, démagnétisé et remagnétisé, donc il peut générer entre autres choses, un son plus nuancé, qui est plus respectueux, disons, d'un spectre sonore élargi et qui crée des bonnes basses aussi, vu le 40 mm. C'est pas mal meilleur que les petites enceintes et c'est certainement extrêmement plus meilleur. Cette phrase-là n'a aucun sens. Mais c'est vraiment supérieur au haut-parleur de n'importe quel téléphone. Et ça se tient bien dans la poche, donc ça rehausse beaucoup la lecture musicale ou d'une vidéo, mais à partir d'un téléphone. L'appareil a donc une puissance, c'est ça je disais, de 3 watts, ce qui est quand même pas rien. Il y a évidemment un jumelage Bluetooth. Il y a une petite commande physique à l'endo. Et si vous avez 2 MagBeat et que vous les jumelez en double-cliquant rapidement, vous avez une paire stéréo Ça, c'est le fun. sans fil qui tient dans la main, vous voyez, comme ça. Et ça crée un son extrêmement étonnant. Ça crée une stéréophonie vraiment le fun. C'est comme avoir des écouteurs, mais qu'on peut déplacer n'importe où, en fait. On a beaucoup d'appareils qui ont un effet stéréophonique, mais on n'a plus l'écoute de la musique avec 2 haut-parleurs séparés, puis qui crée une ambiance. Et je pense qu'on a oublié à quel point c'était le fun de la vraie stéréophonie dans une pièce. Exact. Et ça, vous en achetez 2, c'est 100$. C'est pas cher pour 2 haut-parleurs, pour une paire stéréo Bluetooth. Je veux dire, il y a des appareils qui sont plus clinquants, qui vont être plus gros, tout ça, mais le son ne sera pas nécessairement meilleur. Ceux-là, ils ont aussi une batterie. Ils sont chacun, évidemment, bons pour 10 heures de fonctionnement sans recharge. Donc, ça peut aussi servir si vous êtes au parc ou si vous êtes ailleurs. Moi, je vais vous dire, l'application, souvent, je suis en voyage pour le travail, je suis dans les chambres d'hôtel et la première chose que je faisais, c'est que je mettais une enceinte dans le fond de mon sac pour écouter de la musique dans ma chambre d'hôtel sans passer par leur télé complexe et leur système souvent défectueux ou en tout cas pas tellement fonctionnel. Alors maintenant, j'ai ça dans mon sac et vous ne savez pas à quel point ça sauve de l'espace comparé à l'enceinte que j'avais avant qui était pas mal plus grosse que ça, pour un son à peu près équivalent. Pour les gens qui se demandent, oui, mais si je mets ça dehors, que se passe-t-il s'il pleut? Résistance IP67, donc résiste aux éclaboussures, résiste à la poussière. Évidemment, s'il pleut, si vous le mettez comme ça puis il pleut dans les trous, là, ça va être un autre genre de conversation parce qu'elle n'est pas entièrement résistante. Elle ne peut pas être immergée, mais peut quand même résister aux éclaboussures. Donc, quand même, écoute, c'est une enceinte stéréo ou c'est une enceinte mono comme vous voulez, mais c'est un truc de base très simple et très pas cher, je vais dire ça comme ça, parce que des enceintes avec des JBL, des marques plus connues, sont généralement 2 fois, 3 fois le prix. Donc, je trouve ça intéressant vu le prix de vous parler de ce petit gadget qui, vu que le printemps arrive, peut faire un beau petit cadeau de la fête des mères, peut-être, ou de début de printemps pour les gens qui aiment écouter une petite musique sur la terrasse. Pour relaxer un brin. Ou alors vous mettez les deux, vous jumelez ça par Bluetooth sur votre ordinateur, sur le bureau où vous êtes, et vous avez une paire stéréo pas chère pour écouter de la musique. Il y a un micro, vous pouvez même faire des appels avec en mode main libre. Je vous avouerai franchement que je n'ai pas eu le temps de l'essayer, mais j'ai l'impression, vu la composition, que la voix ne doit pas être très bien captée. Cela dit, j'ai fait un appel avec quelqu'un qui avait l'espèce de truc en triangle du futur qu'il y a dans toutes les salles de conférence de l'univers et le son était vraiment pas très bon non plus, donc je me dis ça ne peut pas être pire que ça. Mais si vous avez un environnement silencieux, ça dépanne en mode main libre, effectivement, ça, il n'y a aucun doute. Ça ne peut pas être pire que le haut-parleur du téléphone non plus. Donc voilà, MagBeat, vous pouvez googler ça, ça se vend directement à partir du site, 50$. Il est un petit peu plus cher, il est en spécial parce qu'ils vont lancer une version qu'ils appellent le MagBeat Pro plus tard cette année, probablement au courant du printemps.
Je pense que la promesse du MagBeat Pro, c'est d'avoir une recharge bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'on peut charger le téléphone à partir de la connexion du haut-parleur, mais on pourra aussi recharger le haut-parleur à partir du téléphone par connexion MagSafe. Et des petits détails comme ça, mais je pense pas que ça va changer grand-chose à l'utilisation. Et il y a une petite bague lumineuse Adèle qui change de couleur à mesure que la musique joue. C'est quand même assez rigolo. Donc, pour les enfants, pour votre douce moitié, pour n'importe qui a le goût d'un petit haut-parleur pas cher. Sérieusement, j'ai été surpris, je m'attendais à rien. Et paf, belle surprise. Des fois, il y en a des comme ça. Allez voir ça. MagBeat. MagBeat. J'aime ça. J'aime ça. De MagSound. De MagSound. On remercie nos partenaires TELUS, Plan Hub, Cogeco Média pour la mise en onde. Merci beaucoup de diffuser ce podcast partout dans l'univers. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode d'une tasse de tech. Vous pouvez me suivre sur pascalforget.com, sur Blue Sky, sur les réseaux sociaux. Alain McKinnon peut te lire dans la presse, entre autres. Un autre épisode qui se termine. Oui, monsieur. Une autre petite larme versée. On va devoir attendre une autre semaine avant de se revoir. Mais bon, ça va être une grosse semaine. Il y a toujours, avec le printemps qui clairement réveille tout le monde, il y a plein d'actualités qui débloquent dans les technos ces jours-ci. On n'a pas parlé de vous savez qui, encore une fois, cette semaine. Donc, 2 morceaux de robot pour nous. Oh! La menace orange. Oh! Non, mais on ne l'a pas nommé. Donc, c'est votre oasis de bonnes nouvelles technologiques qui prend fin, mais qui revient. N'ayez crainte la semaine prochaine. Entre-temps, prenez soin de vous. On se reparle la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde. Vous êtes un passionné de la Ligue nationale et du Canadien? Ça tombe bien, nous aussi! Le balado Sortie de zone, ce sont des équipes de pros de la presse et du 98.5 qui analysent, évaluent et s'obstinent sur l'actualité de la planète hockey. Sortie de zone les lundis, vendredis, disponible sur la Presse Plus et l'application Cogeco Média.